Bonjour, nous nous attaquons donc dans cette nouvelle vidéo à la correction de la phrase numéro 3, puisque nous avons déjà corrigé dans des vidéos précédentes les phrases 1 et 2. Donc toujours la même méthode à appliquer dès que vous avez une phrase à analyser. Vous cherchez avant toute chose les syntagmes verbaux. Donc on avait là un syntagme verbal fini. Très clairement, let et un autre qui était non fini, puisque ne portant pas de marqueur de temps, ni le présent ni le prétérit. Donc, dans la phrase, vous avez deux syntagmes verbaux. Cela signifie qu'il y a deux propositions à identifier. Alors, clairement, le syntagme verbal principal, c'est let. Le syntagme nominal sujet, c'est Mercedes. Another, ça va être le COD de let. Et il nous reste comme fonction circonstant pour having finished her cigarette. Là, on peut hésiter entre paraphraser par when she had finished her cigarette ou bien because she had finished her cigarette. J'ai plus l'impression que c'est un circonstant de cause qu'un circonstant de temps, mais effectivement, c'est sans doute parce que j'ai lu le livre et que je vous ai donné la phrase hors contexte. Cela gêne l'interprétation. La spécificité, en fait, des propositions en ing, c'est précisément qu'il n'y a pas dans le cas où nous avons affaire, comme ici, à une proposition en ing qui est circonstant, il n'y a pas de, généralement d'ailleurs, il n'y a pas de conjonction de subordination telle que because, ou as, ou when, quelque chose comme ça, nous permettant de déterminer le sens à donner à la proposition. On reconstruit le sens grâce au contexte. Donc ici, je la vois plutôt de cause. Je pense qu'on peut accepter de temps. Ce qui compte en fait, c'est de bien voir que la proposition having finished her cigarette, qui est ici, donc je la mets entre crochets, il faut bien voir qu'elle occupe une fonction de circonstant, que ce soit de temps ou de cause, ça n'y change pas grand-chose. Circonstant du verbe que vous avez ici, let, et ça veut dire qu'elle est donc à l'intérieur de la proposition principale. La proposition principale commence par le circonstant, mais il ne faut pas que cela vous désarçonne. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que vous me disiez que la proposition principale commence ici. La proposition principale commence bien au tout début de la phrase ici, puisqu'elle englobe tous les syntagmes ou propositions qui ont une fonction par rapport au syntagme verbal principal. Donc le circonstant, c'est-à-dire la proposition entre crochets, le sujet et le COD. Tout ça, ça fait partie de la proposition principale. C'est à l'intérieur de la proposition principale que vous trouvez la proposition subordonnée. Alors je vous ai dit que c'était une proposition subordonnée en ing parce qu'effectivement, nous avons ing sur l'auxiliaire have qui ne porte pas de marqueur de temps, mais le verbe est non seulement en ing, mais aussi en have plus, attention, c'est en, c'est le participe passé ici du verbe finish. Donc c'est bien une proposition subordonnée en ing qui occupe la fonction de circonstant, disons de cause, du syntagme verbal let. C'est donc une proposition subordonnée adverbiale, puisque vous savez que les adverbes, typiquement, occupent la fonction de circonstance de temps, de cause, etc. C'est une adverbiale participiale en ing, tout simplement ici, en 3. Il n'y avait pas beaucoup d'hésitation à avoir, sauf sur l'opposition circonstance de cause, circonstance de temps. Mais encore une fois, l'important, c'est de voir la fonction, qu'elle est circonstante, de voir qu'elle est au début de la proposition principale, mais elle fait partie de la proposition principale. Ne vous faites pas berner par la présence d'une virgule. C'est bien une proposition subordonnée qui occupe une fonction à l'intérieur de la proposition principale. Et donc ici, la bonne réponse, c'était proposition subordonnée adverbiale, participiale. Si vous n'avez pas mis participial, c'est pas grave, en ing. Voilà pour cette phrase numéro 3. Comme on l'a faite assez rapidement, on va se concentrer maintenant sur la phrase numéro 4. Alors, la phrase numéro 4, eh bien, nous avons was qui clairement est un verbe. Wasn't d'ailleurs, on va mettre la négation dans le syntagme verbal. Wasn't.
C'est le syntagme verbal principal, c'est un verbe d'état, be. Wise, c'est un adjectif. Donc, wise va être l'attribut. L'attribut de quoi? Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme sage, comme wise? Eh bien, c'est you're loving me. You're loving me. Tout ça, c'est le sujet du verbe wise, du verbe be. Donc, nous avons ici une proposition qui commence à your et qui finit à wise. Maintenant, le problème est de définir le statut de loving. Est-ce que loving ici est un nom dérivé du verbe love, un nom en ing dérivé du verbe love? À ce moment-là, ça ferait un nom déverbal, un nom dérivé d'un verbe avec ing, c'est un nom déverbal. Dé, ça veut dire dérivé d'un verbe, déverbal. Ou bien est-ce que c'est un nom verbal? C'est-à-dire un nom qui garde encore certaines propriétés du verbe, il va falloir voir lesquelles, ou bien est-ce un verbe, en fait, au gérondif? C'est ça la difficulté ici. Trouver le statut de love. Alors, moi, je vais vous dire que ici, vous avez affaire, je vais le souligner, au verbe love en ing. Et comme nous sommes à l'intérieur d'une proposition ing qui occupe la fonction de sujet. La proposition, ça va être tout ce qui est en jaune. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, je vais vous dire que ceci, c'est une proposition subordonnée nominale, puisqu'elle est sujet de be. C'est une nominale en ing, donc on est dans le cas d'une gérondine. En fait, loving, c'est un verbe au gérondif. Pourquoi est-ce que je vous dis que loving ici n'est pas un nom? Que ce soit déverbal ou verbal, mais bien un gérondif. Eh bien, parce que ici, me, c'est le COD du verbe lave. Vous avez le verbe lave qui est transitif direct, donc normalement il est suivi d'un COD. C'est le cas, le pronom personnel me, à la forme accusative, ici est bien le COD du verbe lave. À partir du moment où vous avez un COD, ça veut dire que juste avant, vous avez un verbe. Mais ce qui peut nous faire hésiter, c'est le your ici. Parce que le your que vous avez ici, c'est le déterminant possessif your. C'est pas le pronom possessif, ça serait yours. Donc c'est bien le déterminant possessif auquel vous avez affaire ici. Le déterminant possessif your, en fait, sert de sujet à l'œuvre. C'est comme si on avait you loving me. Si vous aviez à faire une paraphrase, c'est celle-là qu'il faudrait utiliser. You loving me. Vous pourriez dire him loving me ou bien his loving me. Mais à partir du moment où vous avez un sujet un peu bizarre qui prend la forme syntaxique du point de vue de la catégorie d'un déterminant possessif, vous pouvez quand même vous dire que lave, d'accord, il a un COD, donc c'est un verbe, mais il garde des propriétés, enfin il a déjà acquis plutôt des propriétés du nom, puisqu'il est précédé d'un déterminant possessif. Normalement, après un déterminant possessif, après un déterminant d'ailleurs tout court, vous avez un nom. Donc là, on a avec loving quelque chose, un gérondif qui eh bien, est entre le nom et le verbe. ing marque bien une nominalisation du verbe lave, mais cette nominalisation est incomplète, puisque lave est toujours suivi d'un COD. La nominalisation, la transformation du verbe lave en nom n'est perceptible que grâce à l'usage du déterminant possessif your, que l'on peut totalement grammaticalement remplacer par le pronom personnel you, qui alors serait lui aussi sujet de lave. Donc là, nous sommes dans le cas d'une proposition subordonnée nominale en ing, une gérondif qui présente comme particularité d'avoir pour sujet du verbe en ing loving, eh bien, le déterminant possessif your et non pas le pronom personnel you. Ceci est donc un verbe au gérondif. Maintenant, si je compare à ce que nous avons dans la phrase numéro 5, pour que vous compreniez bien, alors je finis peut-être
La principale, vous l'aurez compris, elle contient le sujet, le verbe et l'attribut. Donc, je vous la mets entre accolades pour que les choses soient bien claires. Maintenant, la phrase numéro 5, je vais comparer les deux. Ah, donc, had spoken, c'est le syntagme verbal. Alors, bon, je vous le dis tout de suite, c'est le syntagme verbal tout court. Je ne peux pas dire syntagme verbal principal. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire syntagme verbal principal? Eh bien, regardez bien. Vous avez no one qui va être le sujet du syntagme verbal had spoken, du verbe speak. No one had spoken of her. C'est le COI, c'est un syntagme prépositionnel, donc c'est le COI du verbe speak. Et ensuite, vous avez since the finding of her husband's body. Alors, je vais le mettre en rose. Since the finding of her husband's body. Alors là-dedans, ce qui peut nous faire hésiter, c'est la présence de finding. Finding, on reconnaît tout de suite le verbe find et on voit qu'il y a ing. Le problème est de savoir si ing a complètement ou pas nominalisé le verbe find. Regardez bien. Ing, c'est un marqueur, un suffixe qui permet de nominaliser, de transformer en nom un verbe. La nominalisation, le processus de transformation peut être plus ou moins complet. Quand il est incomplet, eh bien, on se trouve dans le cas de loving, par exemple, en 4. Ici, avec finding, nous avons juste avant le déterminant article défini the, que l'on ne peut trouver que devant un nom, jamais devant un verbe, même au gérondif. The loving me, ça ne marcherait pas en 4. On peut mettre un pronom personnel, on peut mettre un déterminant possessif, mais on ne peut pas utiliser l'article défini avec loving, parce que ici, loving garde des propriétés du verbe. Il est suivi d'un COD me, donc the est rigoureusement impossible, alors qu'ici, il est possible. Pourquoi est-il possible? Regardez ce qu'on a après. The finding of her husband's body. Le verbe find, comme le verbe love, est transitif direct normalement. Ça veut dire que s'il était encore employé comme verbe, il serait suivi d'un COD. Or ici, qu'avons-nous après finding? Non pas un syntagme nominal, un COD ça prend la forme d'un syntagme nominal ou d'une proposition subordonnée nominale, mais ce n'est pas le problème ici. Ici, ce que nous avons après finding, c'est un syntagme prépositionnel. Un syntagme prépositionnel très classique commençant par have, typique d'un complément du nom. Donc, la présence du syntagme prépositionnel en have of her husband's body, qui occupe donc la fonction de complément du nom, alors que l'article défini the détermine le nom, nous confirme que finding est bien utilisé comme un nom ici, puisqu'il est précédé d'un déterminant et suivi d'un complément du nom. Donc, finding est bien un nom dans la phrase numéro 5. Comme finding est bien un nom dans la phrase numéro 5, ça veut dire qu'en tout et pour tout dans cette phrase, on a un seul syntagme verbal. Ce qui veut dire que nous n'avons pas ici affaire à une proposition principale, parce que la proposition principale, elle est maman d'une subordonnée. Ici, il n'y a pas de subordonnée. Nous avons une proposition indépendante, c'est pour ça que je vous la mets entre crochets et non pas entre accolades, parce que moi j'aime bien mettre des accolades quand on a affaire à des propositions principales, mais ce n'est absolument pas quelque chose de figé en linguistique, c'est une préférence personnelle. Si vous avez un enseignant qui ne met pas entre accolades la proposition principale, il n'a pas faux. C'est simplement moi qui fais comme ça, c'est des habitudes, c'est des marottes. Madame Moriez, elle aime bien mettre entre accolades la proposition principale. Sans doute parce que le professeur qui m'a appris ce qu'était une proposition principale les mettait entre accolades. Ça date de la sixième, donc j'ai gardé cette habitude. Mais ça n'a pas de valeur de convention. Ce n'est pas comme l'abréviation COI pour complément d'objet indirect. Si vous voulez mettre la proposition principale entre parenthèses ou entre crochets, vous pouvez toujours le faire. Bien. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finding est un nom, donc the finding of her husband's body, tout ça c'est un gros syntagme nominal organisé autour du nom finding qui est déterminé par the et complété par le syntagme prépositionnel of her husband's body. Et ce syntagme nominal est précédé
de la préposition since. Since ici est une préposition, méfiez-vous de since, hein. Il peut être adverbe si l'employé est tout seul. Il peut être conjonction de subordination quand il introduit une proposition subordonnée. Ce n'est pas le cas ici puisque finding n'est pas un verbe. Since ici est suivi d'un syntagme nominal, c'est une préposition et donc le truc en rose, c'est un syntagme prépositionnel qui occupe la fonction de circonstant de temps du verbe speak. Donc, since the finding of a husband's body est un syntagme prépositionnel, ça c'est sa catégorie, qui occupe la fonction de circonstant de temps de speak. Alors maintenant, finding, je vous ai dit, c'est un nom. Mais est-ce un nom déverbal ou un nom verbal? Quelle est la différence? Un nom déverbal, c'est un nom qui est dérivé d'un verbe, mais qui a absolument toutes les propriétés du nom. Il a été lexicalisé, vous le trouvez dans le dictionnaire. Par exemple, le nom building, vous le trouvez dans le dictionnaire. Quand il a le sens de bâtiment, a building, on peut le mettre au pluriel, three buildings. C'est un vrai nom. Il a été complètement lexicalisé comme nom. Quand vous voyez three buildings, vous ne pensez pas du tout, enfin vous pensez à peine à l'origine de ce nom comme étant verbal. Ça, c'est un nom déverbal. Un nom qui a une origine verbal, mais qui fonctionne complètement comme nom. Alors faites attention, hein, si vous tombez sur The Building of the New University, ça ne voudra pas dire le bâtiment de la nouvelle université, mais plutôt la construction. Ça renverra au processus. Et à ce moment-là, building ne sera pas le nom déverbal lexicalisé dans le dictionnaire, qu'on peut mettre au pluriel, qu'on peut faire précéder de 1, 2, 3, 4, 5, ce sera ce qu'on appelle un nom verbal qui renvoie au processus. Et c'est ce que nous avons ici. Typiquement, les noms verbaux se comportent comme des noms, c'est-à-dire qu'ils sont précédés en fait toujours de l'article défini the, suivi d'un complément du nom qui en fait est une transformation ici du COD du verbe find, et il renvoie au processus de la découverte du cadavre de son mari, ici finding. Donc, finding ici n'est pas un nom déverbal, mais bien un nom verbal, c'est-à-dire qu'il garde encore dans son sémantisme un sens verbal en tant qu'il renvoie à un processus. Voilà toute la différence entre non verbal et non déverbal. Un non verbal, généralement, sera précisé, enfin, toujours sera précédé. Je prends toujours des risques, en fait, quand je dis toujours. C'est pour ça que je dis généralement souvent, mais a priori, et peut-être ai-je tort, dans 99,9% des cas, est précédé de the, du déterminant article défini the, et souvent il a un complément du nom qui pourrait être le COD du verbe en fait. Mais comme on a bien un nom, on a un complément du nom ensuite, mais c'est un nom verbal parce qu'il renvoie au processus de découverte ici. Donc, je vous conseille de revisionner les deux vidéos que j'ai déjà faites qui opposent les noms verbaux et les noms déverbaux pour mieux comprendre la différence et savoir l'appliquer pour mieux comprendre ce corrigé de la phrase numéro 5. Voilà, j'espère que cette petite révision vous a été utile et je vous souhaite bon courage dans la suite de votre travail. À très bientôt.